Mariana Ashworth n'a pas pleuré quand il lui a tendu les papiers. Elle a d'abord posé le grand livre de son père sur la table du hall, la tranche tournée vers l'extérieur, comme elle le faisait toujours. Puis, elle a pris les pages pliées de la main de son mari. Elle les a lues, debout, devant toute la maisonnée. Devant la femme qu'il avait ramenée pour la regarder les lire. On l'appelait la duchesse de glace. On l'appelait la fille du comptable, qui s'était mariée au-dessus de sa condition. On disait qu'elle avait toujours su qu'un homme comme Julian Ashworth ne se mariait pas par amour. Et qu'elle aurait dû être reconnaissante pour les 3 années où elle a porté son nom avant qu'il ne le reprenne. Elle a déplié la dernière page. Elle l'a lissée contre la paume de sa main. Puis, elle a ri. Pas un sanglot déguisé en rire. Pas un son cassant destiné à le blesser en retour. Un vrai rire, grave, qui lui avait échappé. Le genre de rire qui a poussé les valets près de la porte à se regarder, et qui a figé la femme au bras de Julian dans sa confiance d'emprunt. La maisonnée n'a rien fait. Personne n'a bougé. Une douzaine de serviteurs qui la connaissaient depuis 3 ans se tenaient dans le hall. Ils ont laissé le silence s'installer, car aucun d'eux ne comprenait non plus. Julian Ashworth, duc de Ravenhall, s'était préparé à des larmes. Il avait répété ce qu'il dirait face à des larmes. Il n'avait pas répété ceci. Il est resté complètement immobile. C'était en Virginie, à l'automne de 1817, sur l'allée de gravier de Larkspur Hall. Et rien de ce qui allait se passer dans l'heure suivante ne se déroulerait comme prévu. Si une histoire qui commence par une femme riant de ses propres papiers de divorce vous a déjà captivé, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant pour ne pas manquer la suite de cette histoire. La main de Julian n'avait pas bougé de l'endroit où il avait tendu les pages. Priscilla Vane, 2 pas derrière lui dans une cape de voyage qu'elle avait clairement choisie pour l'occasion, observait le visage de la duchesse. Elle attendait l'effondrement qui était censé se produire. Il n'est pas venu. « Vous allez vouloir vous asseoir, votre grâce », a dit Marianne, non pas à Julian, mais à Priscilla. « Je vous demande pardon. Vous m'avez entendu. » Marianne a replié les papiers le long de leurs plis existants, sans se presser. Elle les a glissés dans le grand livre qu'elle avait posé. « Asseyez-vous. Cela prendra un moment à expliquer, et je préfère que vous le compreniez plutôt que de simplement le ressentir. »« Marianne, vous l'avez amenée pour qu'elle regarde, » a dit Marianne, toujours d'un ton parfaitement égal. « Je suppose que vous vouliez un témoin. Je vais vous en donner un. » Elle a regardé la gouvernante qui se tenait près de l'escalier. « Madame Odom, pourriez-vous envoyer chercher Monsieur Poole? Dites-lui que le duc a quelque chose dont il aimerait discuter avec nous 3. Quelque chose a vacillé dans les yeux de Julian. Pas de la peur, pas encore. La première fissure d'un homme qui réalise que le sol sous ses pieds n'est peut-être pas celui qu'il croyait. 3 ans plus tôt, aucun d'entre eux ne se tenait dans ce hall. 3 ans plus tôt, Julian Ashworth était un second fils sans aucune attente de titre, et Marianne Holt était une jeune fille vendant les meubles de son père, un par un, pour garder un toit sur une maison plus petite que celle où elle avait grandi. Son père, Thomas Holt, avait tenu les registres des Ashworth pendant 11 ans avant d'être renvoyé pour un détournement de fonds qu'il n'avait pas commis. Et il était mort 2 hivers plus tard, protestant toujours de son innocence face à un comté qui en avait déjà décidé autrement. Marianne l'avait cru. Mais à 19 ans, elle n'avait aucun moyen de le prouver. Puis Edmund Ashworth, le frère aîné, l'héritier, est parti à cheval après une forte pluie et n'est jamais revenu. Julian a hérité d'un titre qu'il n'avait jamais voulu et d'un domaine dont les comptes, lui a-t-on dit, n'étaient pas tout à fait logiques. Un codicille dans le testament de son défunt père, obscur, à moitié oublié, rédigé dans un accès de culpabilité suite au renvoi de Holt, exigeait que tout règlement de l'ancienne dette entre le domaine Ashworth et la famille Holt se fasse par mariage, ou pas du tout, si une fille Holt restait célibataire. Les avocats ont qualifié cela d'archaïque. La tante de Julian a appelé cela la providence. Julian, en deuil de son frère et enseveli sous les dettes qu'Edmund avait laissées, a appelé cela une transaction. Et il l'a dit en face à Marianne lors de leur première rencontre. « Je ne vous offre pas de l'affection », lui a-t-il dit à travers un bureau dans un cabinet d'avocats qui sentait la poussière et la pluie. « Je vous offre votre maison en retour, et mon nom, et rien d'autre. »« Je n'ai pas demandé d'affection, » a dit Marianne. « J'ai demandé que le prêt Holt soit rendu au nom de ma mère dans le contrat, et non détenu en fiducie. Ce sont des choses différentes. » Il l'avait regardé un long moment,
C'était la première fois que quelqu'un la regardait comme si elle était une clause à négocier plutôt qu'une fille à plaindre. Et elle a découvert qu'elle préférait cela. Il y avait eu une autre entente autrefois, non officielle, à demi-mot, pendant 2 étés avant la mort d'Edmund. Julian et Priscilla Vane, la fille d'un colonel qui montait très bien à cheval et avait très peu de patience pour les contes. Rien n'avait été déclaré. Rien n'avait été rompu. Exactement. Seulement mis de côté, comme les espoirs privés d'un second fils sont mis de côté quand il devient duc du jour au lendemain et hérite d'un codicille qu'il ne peut contester. Priscilla avait souri pendant le mariage et avait dit à tout le monde qu'elle leur souhaitait le meilleur. Elle ne le pensait pas. Et quiconque l'observait d'assez près pouvait voir qu'elle ne le pensait pas. Ce qu'aucun d'eux ne savait, ce que seul le public de cette histoire est autorisé à savoir pour l'instant, c'est que l'homme qui avait ruiné le nom de Thomas Holt 11 ans plus tôt était toujours dans la maisonnée Ashworth, touchant son salaire, tenant les comptes. Monsieur Edgar Poole gérait les comptes de Larkspur depuis avant la naissance de Julian. Il en avait aussi discrètement détourné de l'argent depuis presque aussi longtemps. Et Thomas Holt avait été renvoyé l'année où il avait failli le remarquer. Marianne ne le savait pas encore non plus. Pas avec des preuves, mais elle avait apporté le vieux registre de son père à Larkspur dans une malle de vêtements que personne n'avait pensé à fouiller. Et elle n'avait pas cessé de le croire un seul jour pendant les 11 années qui ont suivi la ruine de son nom. C'était la blessure sous le contrat. C'était ce que le comté ne voyait jamais quand il la qualifiait de froide. Elle n'était pas froide, elle attendait. C'est différent. La maison où elle est arrivée était plus silencieuse qu'elle ne s'y attendait, et plus froide que ce que le temps n'expliquait. Julian restait dans son bureau la plupart des soirs. Il prenait ses repas tôt ou pas du tout. Et les serviteurs se déplaçaient dans Larkspur comme des gens habitués à un silence qu'ils avaient cessé d'essayer de combler. Marianne n'a pas non plus essayé de le combler. Pas au début. Elle a déballé ses quelques affaires, a parcouru le domaine 2 fois par jour, que quelqu'un l'accompagne ou non. Et le 4e matin de sa vie de duchesse de Ravenhall, elle a demandé à la gouvernante les livres de compte de la maison. Madame Odom a cligné des yeux. « Les livres de la maison, votre grâce ?»« Je tenais les livres de mon père depuis l'âge de 12 ans, a dit Marianne. Je trouve que je ne sais pas quoi faire de mes mains sinon. Elle n'a pas dit le reste. Elle n'a pas dit que surveiller les chiffres était la seule chose qui avait jamais rendu le deuil supportable. Qu'une colonne qui s'équilibrait était la chose la plus proche de la paix qu'elle avait trouvée depuis que son père était mort, protestant toujours d'une dette qu'il n'avait jamais contractée. Les comptes de la cuisine avaient 3 ans de retard et étaient mal tenus. Elle les a mis en ordre en moins d'1 semaine. La nouvelle est parvenue à Julian comme la plupart des choses lui parvenaient, indirectement et en retard. Madame Odom a mentionné au souper que la duchesse avait trouvé 11 livres non comptabilisés dans le budget du linge, et qu'elle avait remonté la piste jusqu'à un fournisseur qui surfacturait les bougies depuis avant la mort du vieux duc. Julian l'a trouvé dans le petit salon ce soir-là. Une pile de reçus devant elle, une bougie consumée jusqu'au dernier centimètre parce qu'elle n'avait pas pensé à en demander une autre. 11 livres, a-t-il dit. Ce n'est pas une fortune. Non, a-t-elle convenu sans lever les yeux. Mais ce sont 11 livres que quelqu'un a décidé que nous ne remarquerions pas. Cela vaut la peine de le comprendre, même pour de petites sommes, surtout pour de petites sommes. La grande fraude est brillante. La petite fraude est patiente. Il l'a regardé travailler un instant de plus que la conversation ne l'exigeait. « Vous aimez ça? » « Oui. » Elle a levé les yeux à ce moment-là. « Cela vous dérange? »« Non, » a-t-il dit. Et quelque chose sur son visage a bougé, à peine. Le coin de sa bouche a perdu sa platitude une demi-seconde avant de se reprendre et de redevenir immobile. Cela me surprend. C'était le premier quasi-sourire qu'elle avait jamais vu sur son visage. Disparu avant qu'elle ne soit sûre de l'avoir vu. Elle l'a classé, comme elle classait une anomalie. Pas une preuve de quoi que ce soit pour l'instant. Seulement un chiffre à surveiller. 2 semaines plus tard, en examinant les plus grands registres du domaine à sa demande, elle a trouvé le premier chiffre qui ne collait pas. Un paiement à un fournisseur de semences à Richmond, enregistré 2 fois dans la même saison, avec 2 sommes différentes pour ce qui aurait dû être une commande identique. Elle n'a rien dit à Julian. Pas encore. Elle a recopié les chiffres dans le vieux registre de son père, de sa propre main, à côté d'une colonne de l'écriture de son père, mort depuis 11 ans, et a fermé le livre. Certaines choses méritent d'être confirmées avant d'être dites à voix haute.
L'alliance s'est construite lentement, comme le gifre se forme sur une fenêtre avant que quiconque ne remarque que le verre a changé. Julian a commencé à lui apporter les livres du domaine sans qu'on le lui demande. Il a commencé, sans tout à fait se l'admettre, à s'arranger pour être dans le petit salon à l'heure où elle travaillait habituellement. Les beaux des locataires, lui a-t-elle dit un soir, en faisant glisser un papier sur le bureau entre eux. Le loyer de la famille Garner a augmenté de 8% au printemps dernier. Rien dans le registre ne l'explique. Poole s'occupe des beaux. Je sais, je lui ai demandé. Il a dit que c'était les conditions du marché. Elle a tapoté la page. Les conditions du marché pour le blé étaient en baisse l'année dernière, pas en hausse. J'ai vérifié l'almanach. Les yeux de Julian sont passés de la page à son visage et y sont restés. Vous avez vérifié l'almanach. Je vérifie tout, a-t-elle dit. C'est une habitude dont je n'arrive pas à me défaire. Il est resté silencieux un moment. Puidman, comme un homme teste la glace avant d'y mettre son poids. Mon frère faisait entièrement confiance à Poole. Je suis sûr qu'il avait ses raisons, autrefois. Elle a croisé les mains sur le bureau. Cela ne veut pas dire que la raison est toujours valable. C'était la chose la plus proche qu'ils aient dite de ce qu'aucun d'eux n'était prêt à dire. Julian n'a pas insisté davantage ce soir-là, mais il n'a pas non plus rejeté l'idée. Et pour un homme qui avait passé 2 ans à rejeter tout ce qui l'obligeait à ressentir quelque chose, c'était une sorte de réponse en soi. Une semaine après cela, il est venu la voir avec une offre qui n'avait rien à voir avec les registres. « J'ai fait rédiger une renonciation par mon avocat », a-t-il dit, debout dans l'embrasure de la porte du petit salon. Il tenait un papier à la main qui n'était pas, cette fois, une demande de divorce. Simplement un règlement, généreux, inconditionnel, lui cédant le prêt de Holt, en pleine propriété, quoi qu'il advienne de leur arrangement. Vous n'avez pas besoin de rester ici pour moi. Je sais sur quoi ce mariage a été construit. Vous avez plus que mérité votre liberté, quoi que vous décidiez. Marianne a regardé le papier un long moment. Puis elle l'a regardé, lui. Je ne reste pas, parce que je n'ai nulle part où aller, a-t-elle dit. J'ai un autre endroit où aller. J'ai une maison à mon nom, grâce à un contrat que j'ai négocié moi-même. Dans une pièce où vous étiez assis en face de moi et m'avez offert des conditions au lieu de la pitié. Je reste parce qu'il y a ici un travail qui mérite d'être terminé. Elle a doucement repoussé le papier vers lui. Je ne suis pas une demoiselle en détresse, votre grâce. Je n'ai jamais demandé à être sauvée. J'ai demandé à être utile et à être payé ce que cela vaut, en toute honnêteté. Ce sont des choses différentes. Il n'a pas repris le papier tout de suite. Il l'a regardé à la place, comme il l'avait regardé une seule fois auparavant, à travers le bureau d'un avocat, quand elle avait refusé d'être plainte. Personne n'a jamais refusé mon argent auparavant, a-t-il dit finalement. Alors il est temps que quelqu'un le fasse, a-t-elle dit. Elle est retournée à son registre et n'a pas vu la façon dont son quasi-sourire a tenu une demi-seconde de plus que jamais auparavant. Le dîner qui a défait 3 ans de silence prudent sur la duchesse a eu lieu à la table même des Ashworth. Lors de la réception d'automne que la tante de Julian organisait chaque année sans faute, le seul événement à Larkspur qui attirait la moitié des meilleures familles du comté par la porte d'entrée en même temps, Lady Henrietta Byrne n'avait jamais approuvé le mariage. Elle l'a dit assez fort pour que la pièce l'entende pendant le 2e plat. « C'est remarquable, vraiment », a-t-elle dit à la table en général, bien que ses yeux soient fixés sur Marianne. La rapidité avec laquelle certaines familles oublient d'où elles viennent. Je me souviens très bien de votre père, ma chère. Une affaire très malheureuse. La table est devenue silencieuse de cette manière particulière, dont les pièces deviennent silencieuses quand elles attendent de voir qui saignera le premier. Vous vous en souvenez comme d'une affaire malheureuse, a dit Marianne. Je m'en souviens comme d'une affaire non prouvée. Les comtes des Ashworth disaient le contraire. Les comtes des Ashworth, a dit Marianne en posant sa fourchette, n'ont pas été correctement tenus depuis avant que mon père ne quitte cette maison. Je le sais, parce que je les ai tenus moi-même, soir après soir, pendant près de 2 mois. J'ai trouvé 4 anomalies distinctes, rien que dans les chiffres des baux des locataires. Un fournisseur payé 2 fois pour la même commande en une seule saison. Et un compte de linge qui a été discrètement surfacturé pendant 3 ans avant que je ne le découvre. Je ne dis pas cela pour embarrasser qui que ce soit à cette table. Je le dis parce que je préférerais être jugé sur ce que j'ai réellement réparé plutôt que sur ce qui a été dit sur mon père il y a 11 ans par des gens qui n'ont jamais ouvert un registre pour vérifier. Personne n'a parlé. La bouche de Lady Henrietta s'est ouverte
et n'a rien trouvé à dire. Julian a posé son verre. « Ma femme, a-t-il dit, a fait plus pour ce domaine en 2 mois que son intendant en 2 ans. Je suggère à quiconque ayant des inquiétudes sur son caractère de me les adresser directement, avec des chiffres, puisque les chiffres semblent être la seule monnaie qu'elle respecte. » Ce n'était pas chaleureux, ce n'était pas romantique. C'était, de la part d'un homme qui n'avait presque rien dit pour défendre qui que ce soit en 2 ans de deuil, la chose la plus forte dans la pièce. Lady Henrietta ne s'est pas excusée ce soir-là, mais elle n'a plus parlé non plus. Et au moment où le 2e plat a été débarrassé, 3 autres femmes à table avaient discrètement demandé à Marianne comment précisément on s'y prenait pour vérifier un compte de linge. Ce n'était pas une victoire, c'était un recalibrage, et il faudrait que cela suffise pour l'instant. L'hiver a réduit la distance entre eux, comme il réduit tout à ce qui compte vraiment. Ils travaillaient la plupart des soirs dans le petit salon, côte à côte, plutôt qu'à travers un bureau. Et les silences entre eux ont cessé d'être vides pour devenir complices, ce qui est une chose entièrement différente et plus difficile à nommer. C'est dans un de ces silences que Julian lui a finalement parlé d'Edmund. Il n'était pas imprudent, a-t-il dit, fixant le feu plutôt qu'elle. Tout le monde dit qu'il était imprudent. Il ne l'était pas. Il parcourait ce même sentier chaque semaine de sa vie. Quelque chose a effrayé le cheval, ou le sol a cédé, ou je ne sais pas. J'ai cessé d'avoir besoin de savoir, mais je garde ces lettres dans le bureau, dans le 2e tiroir. Je ne les ai pas lues depuis les funérailles. Voudriez-vous le faire? Je ne sais pas comment. Marianne n'a pas offert de réconfort en mots, car elle comprenait alors que les mots n'étaient pas ce dont il avait besoin. Elle s'est simplement assise avec lui, pendant que le feu diminuait. Et après un long moment, il s'est levé, est allé au bureau, et est revenu avec un petit paquet de lettres nouées par un ruban, ramollies par l'usage. Il ne les a pas lues à voix haute. Il les a seulement tenues et l'a laissé s'asseoir à côté de lui, pendant qu'il le faisait. Et c'était sa propre forme de confession, exprimée dans un langage qui n'avait pas besoin d'être parlé. « Vous avez dit que vous prêtiez attention », a-t-il dit doucement plus tard, quand le feu s'était réduit en braise. « Oui. J'ai remarqué. C'était la chose la plus proche d'une déclaration que l'un ou l'autre ait faite. » Et aucun d'eux n'a poursuivi plus loin cette nuit-là. Mais 2 jours plus tard, en examinant les derniers chiffres trimestriels de Poole, à la demande de Julian, Marianne a trouvé le schéma qu'elle cherchait depuis des mois. Il a finalement pris une forme qu'elle pouvait nommer. 3 fournisseurs, tous payés légèrement au-dessus du prix du marché, tous avec le même clerc d'avocat comme témoin sur les reçus. Le nom du clerc lui était familier. Il lui a fallu un moment pour le situer. Il avait également été témoin des papiers de renvoi de son père 11 ans plus tôt. Elle est restée assise très immobile un long moment dans le petit salon, le registre de son père ouvert sur ses genoux. 11 ans de deuil et 2 mois d'arithmétique patiente, arrivant à la même porte en même temps. Poole ne s'était pas contenté de détourner des fonds du domaine. Poole avait bâti sa carrière là-dessus et avait sacrifié son père pour la protéger. Et, d'après les dates qu'elle avait sous les yeux, il continuait de faire les deux. Elle n'a rien dit à Julian ce soir-là. Elle a plutôt copié les chiffres, a fait une 2e copie d'une autre main, pour plus de sécurité. Elle a verrouillé les 2 registres dans la malle où les meubles de son père avaient autrefois voyagé. Certaines portes, une fois ouvertes, ne se referment plus. Elle a compris, en fermant cette malle, qu'elle venait d'en ouvrir une. Les ennuis que Poole avait discrètement montés contre elle sont arrivés 9 jours plus tard. Et ils sont arrivés par l'intermédiaire de Priscilla Vane. Marianne n'en a appris la forme qu'après coup, par bribes, comme on apprend la forme d'une tempête par les débris qu'elle laisse. Poole avait compris à ce moment-là à quel point la duchesse s'était approchée de ses registres. Il ne pouvait pas la faire taire directement sans attirer les soupçons, mais il pouvait la faire partir de la maison avant qu'elle ne finisse. Et pour cela, il avait besoin que Julian veuille qu'elle parte. Priscilla, nourrissant encore 3 ans de ressentiment silencieux, n'a pas eu besoin de beaucoup de persuasion. À eux deux, ils ont produit 2 documents. Le premier était une fausse lettre, datée du printemps précédent, prétendument de Thomas Holt à un créancier anonyme, avouant des années de vol au domaine Ashworth. Une preuve, voulait-il suggérer, que la fille portait l'honnêteté de son père dans son sang et l'avait probablement continué sous le toit même de Julian. Le second était plus grossier et plus personnel. Une lettre, soi-disant interceptée,
suggérant une liaison entre la duchesse et un marchand de Richmond qu'elle n'avait, en fait, rencontré que pour discuter du prix des semences. Aucun des deux documents n'aurait survécu à un examen attentif. Poole comptait sur le fait que les hommes engourdis par le deuil, au milieu de la perte du peu de paix qu'ils avaient construite, examinent rarement quoi que ce soit de près. Julian a reçu les 2 lettres de la main même de Priscilla, autour d'un thé. Un après-midi que Marianne avait passé à Richmond a confirmé des chiffres qu'elle ne savait pas encore qu'elle devrait bientôt défendre. Il n'est pas venu la voir ce soir-là. Il ne lui a pas parlé le lendemain matin non plus. Il est simplement resté assis dans son bureau avec les lettres devant lui. Et pendant 2 jours, la maison a retenu son souffle autour d'un silence qui avait des dents cette fois. Pas le vieux silence de deuil. Le 3e jour, il a fait savoir que Priscilla arriverait pour un court séjour en tant qu'invitée. Le 4e, la voiture de l'avocat est arrivée dans l'allée. Marianne l'a regardé depuis la fenêtre du salon, le registre de son père déjà dans ses mains. Et elle a senti quelque chose s'installer en elle qui n'était pas de la peur. Elle attendait cette porte depuis 11 ans. Elle n'allait pas flancher maintenant qu'elle s'était enfin ouverte. Elle ne leur a pas tout dit dans le hall. Elle leur a dit de s'asseoir, et ils se sont assis. Car il y a une sorte d'autorité particulière qui n'élève pas la voix et qui est obéie quand même. Monsieur Poole est arrivé 9 minutes plus tard, convoqué par Madame Odom. Son visage s'arrangeait déjà en une douce préoccupation d'un homme qui a répété l'innocence pendant 11 ans et se croit doué pour ça. « Votre grâce », a-t-il dit à Julian. « Je crois comprendre qu'il y a une difficulté. Asseyez-vous, Monsieur Poole », a dit Marianne. « Vous voudrez entendre ça aussi. » Elle a ouvert le registre de son père sur la table du hall, à côté des papiers de divorce qu'elle y avait pliés 1 heure auparavant, et a commencé. « Il y a 3 semaines, j'ai identifié un schéma de trop-perçu à 3 fournisseurs, tous attestés par le même clerc d'avocat. Ce même clerc a attesté les papiers de renvoi de mon père il y a 11 ans, quand M. Poole l'a accusé pour la première fois du vol que M. Poole lui-même commettait. Elle a tourné une page. J'ai des copies des 2 séries de documents. J'ai des dates qui correspondent. J'ai le propre registre de mon père, de sa propre main, enregistrant des achats au prix correct du marché, la même semaine où les livres de M. Poole les enregistraient à près du double. La douce préoccupation de Poole s'était raidie. C'est absurde. Le fantasme d'une fille en deuil. Le fantasme d'une fille en deuil, avec 11 ans de reçu, a dit Marianne, que je serais heureuse de présenter au magistrat du comté avec ceci. Elle a soulevé la lettre que Julian avait reçue 2 jours auparavant. Le faux, récupéré ce matin-là de son bureau à son insu, parce qu'elle avait deviné correctement où un homme comme Julian garderait quelque chose qui l'avait blessé. Cette lettre est écrite sur du papier fabriqué à Richmond au cours de la dernière année. Mon père est mort depuis 2 ans. Je serais curieuse d'entendre M. Poole expliquer comment un homme mort a écrit sur du papier qui n'existait pas encore. La couleur a quitté le visage de Poole par degrés, comme elle le fait quand un homme regarde son dernier espoir s'effondrer sous lui. Priscilla a retrouvé sa voix la première, mince et trop rapide. Je n'ai rien à voir avec les registres. J'ai seulement livré. Vous avez livré une fausse lettre m'accusant d'infidélité, a dit Marianne, sans méchanceté, ce qui a rendu la chose encore pire. J'ai parlé au marchand nommé dedans. Il a accepté de témoigner, si cela s'avère nécessaire, que nous n'avons échangé que des prix de semences et des politesses en compagnie de sa propre femme à chaque occasion. Julian n'avait pas parlé depuis qu'elle avait commencé. Il regardait le registre, les 2 séries de dates alignées par la main soignée de sa femme. 11 ans du nom ruiné d'un homme mort, exposé comme une blessure enfin autorisée à être examinée à la lumière du jour. « Marianne, a-t-il dit, à voix basse, pourquoi ne m'as-tu rien dit de tout ça avant? Parce que je voulais des preuves, pas de la sympathie, a-t-elle dit. Et parce que vous m'avez tendu des papiers de divorce avant que j'en aie l'occasion. C'est la seule fois de tout l'échange où sa voix s'est légèrement brisée sur le dernier mot. L'audience a eu lieu 11 jours plus tard, devant le juge Silas Meacham, au tribunal d'Ashford Crossing. Une salle mal chauffée, avec une meilleure acoustique que prévu. Marianne a étalé le registre de son père, à côté des trimestriels falsifiés de Poole, page par page, somme par somme. Et elle a laissé les chiffres faire ce que les chiffres avaient toujours fait pour elle. Dire la vérité simplement, sans avoir besoin d'élever la voix.
Le clerc, qui avait été témoin des 2 séries de documents, face à la menace de sa propre poursuite, a confirmé ce que l'encre suggérait déjà. Le visage de Poole, à la 3e heure, avait cessé de jouer l'innocence. « Je n'ai jamais voulu que Holt soit si complètement ruiné », a finalement dit Poole à la salle, à personne. « Je voulais seulement couvrir un déficit. C'était censé être temporaire. 11 ans, ce n'est pas temporaire, monsieur Poole, a dit le juge. Poole n'est pas allé en prison. Le juge Meacham, pesant l'âge de l'homme et la préférence du domaine pour la restitution plutôt que la ruine, lui a ordonné de rembourser ce qui pouvait être retracé, de renoncer à son poste et de quitter le comté dans le mois. Il est parti la tête basse et le nom fini, ce qui était au final une sentence plus juste que celle qu'il avait autrefois infligée au père de Marianne sans aucune audience. Priscilla n'a pas été poursuivie. Elle n'avait rien signé, rien falsifié elle-même. Elle n'avait fait que porter ce que Poole lui avait donné, par une vieille blessure qu'elle avait laissé s'aigrir en quelque chose de plus laid que nécessaire. Julian, quand elle est venue le voir après, pâle et ne demandant rien, lui a simplement dit qu'elle était la bienvenue pour prendre un nouveau départ ailleurs. Son nom n'a pas emporté cette histoire avec lui. Elle a quitté Larkspur la semaine suivante et n'est pas revenue. Dehors, devant le tribunal, dans la faible lumière d'automne, le juge Meacham a rendu à Marianne le registre de son père, avec quelque chose qui aurait pu être du respect dans sa voix rauque. « Votre père tenait des comptes honnêtes, Madame Ashworth. »« Je sais, » a-t-elle dit. « Il a seulement fallu 11 ans au comté pour être d'accord avec moi. » Ce soir-là, seul dans le petit salon pour la première fois en près de 2 semaines, Julian l'a trouvé exactement là où il la trouvait toujours. Un registre ouvert sur ses genoux, bien que cette fois, il ne soit pas rempli de chiffres. Il était vide, en attente. « Je te dois des excuses que je ne sais pas comment rendre assez grandes, » a-t-il dit. « Tu n'as pas besoin qu'elle soit grande, » a dit Marianne. « Tu as besoin qu'elle soit honnête. » Ça m'a toujours suffi. Il a traversé la pièce et s'est agenouillé, pas de façon théâtrale, simplement pour être à son niveau, au lieu d'être au-dessus d'elle. Ce qui semblait être la chose la plus vraie qu'il ait faite depuis qu'elle le connaissait. « J'ai eu tort pour les papiers, » a-t-il dit. « J'ai eu tort avant ça aussi. J'ai laissé le deuil me dire à qui faire confiance, au lieu de prêter attention comme tu l'as toujours fait. Tu as dit un jour que tu prêtais attention. Je n'ai pas compris jusqu'à maintenant ce que cela coûtait de le faire, pour quelqu'un qui ne prêtait aucune attention en retour. Je n'attendais pas que tu le remarques, a-t-elle dit. Je veux que tu le saches. J'ai construit une vie ici, que tu le vois ou non. Je sais, a-t-il dit. C'est pourquoi je demande, je ne suppose pas. Je t'aime, Marianne. Pas les termes d'un contrat, pas un codicile dans le testament de mon père. Toi, j'aurais dû le dire, bien avant de te donner une raison de partir. Elle l'a regardé un long moment, le feu entre eux étant le seul son dans la pièce. Je ne te choisis pas parce que j'ai besoin d'être sauvée, a-t-elle dit finalement. Je veux que ce soit bien compris, comme je comprends un registre. J'ai le prêt de Holt à mon nom. J'ai un travail ici qui est le mien. Quoi que tu décides. Si je reste, c'est parce que je le choisis, par plénitude, non par besoin. Je ne l'aurais pas voulu autrement, a-t-il dit. Il a pris sa main, la retournant doucement pour regarder l'alliance en or, simple qu'elle n'avait jamais enlevée, pas même la semaine où les papiers sont arrivés. Tu ne l'as jamais enlevée. Je te l'ai dit, a-t-elle dit, le coin de sa bouche se soulevant enfin, complètement, pour de vrai cette fois, pas un quasi-sourire. Je ne jette pas ce qui s'équilibre encore. Il a ri alors, un vrai rire, surpris et sans défense. Le son était si peu familier dans cette maison que Madame Odom, passant dans le hall, s'est arrêtée pour écouter à la porte avant de se reprendre et de continuer son chemin. 10 ans plus tard, Larkspur Hall n'avait plus besoin que quiconque défende ses comptes à table. Les champs de drainage que Marianne avait installés lors de sa 3e année en tant que duchesse avaient transformé le pâturage inférieur en la terre la plus productive du comté. La famille Garner, dont Poole avait autrefois discrètement gonflé le bail, la cultivait toujours. Leur fille aînée était apprentie chez le nouveau comptable du domaine, un poste qui n'existait que parce que Marianne avait insisté pour que le rôle soit enseigné, et non simplement pourvu. Elle avait fondé, 5 ans plus tôt, une petite école au bord du domaine de Larkspur, ouverte à toute fille de locataire ou de commerçant qui voulait apprendre à tenir un registre comme son père le lui avait appris. Honnêtement, patiemment, une colonne à la fois. Elle ne l'a pas appelé d'un nom grandiose.
Le comté l'a appelée l'école Holt, avant même qu'elle ait fini de la nommer elle-même. Et elle les a laissés faire, car le nom de son père, prononcé avec fierté au lieu de suspicion, valait plus pour elle que n'importe quel titre qu'on lui avait donné par mariage. Lady Henrietta Byrne a visité l'école une fois, sans y être invitée, l'hiver de son ouverture. Elle est restée un long moment à regarder une douzaine de filles penchées sur des registres d'exercice avant de trouver Marianne dans l'embrasure de la porte. « Je vous dois des excuses », a-t-elle dit avec raideur, comme si les mots lui coûtaient de l'argent. « Je vous ai jugé sur une histoire que je n'ai jamais vérifiée moi-même. Il semble que c'était là tout l'enjeu de ce que vous avez construit ici. » « C'était le cas », a dit Marianne. « Merci de le dire. » Lady Henrietta n'est pas restée longtemps, mais elle est revenue le printemps suivant, et celui d'après, et a finalement amené sa propre petite fille pour apprendre une colonne de chiffres d'une femme qu'elle avait autrefois qualifiée d'indigne du nom des Ashworth. Julian n'a jamais lu toutes les lettres d'Edmund. Il en a lu la plupart avec le temps, assis dans le petit salon certains soirs avec Marianne à ses côtés, et leurs deux enfants endormis à l'étage. Et il a découvert que le deuil, avec une compagnie assez patiente, devenait finalement quelque chose de plus proche du souvenir que de la blessure. Marianne a gardé le registre de son père sur la même étagère, dans le petit salon pour le reste de sa vie. Sa couverture usée et douce au coin, son écriture et la sienne, se mêlant dans ses pages, comme deux mains qui avaient enfin été autorisées à terminer la même somme. Elle n'a jamais enlevé l'alliance en or simple non plus, pas une seule fois. Pas même le jour où elle s'est tenue devant le comté pour accepter, au nom de l'école Holt, sa première distinction publique, présentée non pas comme la duchesse et non pas comme la femme de son mari, mais simplement, enfin, par son propre nom. C'était tout. Et c'était assez. Et c'était tout. Elle n'a jamais demandé au comté de la voir clairement. Elle a seulement continué à faire un travail honnête jusqu'au jour où il ne pouvait plus détourner le regard. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne. Et dites-moi dans les commentaires à quel moment vous avez su que Julian la voyait enfin. Était-ce le quasi-sourire près du feu ou le moment où il s'est agenouillé au lieu de la dominer de sa hauteur? Et dites-moi de quelle ville vous nous regardez ce soir. Je veux voir jusqu'où le registre de Marianne a voyagé. Une autre histoire comme la sienne vous attend juste après.